chemins de la musique, Christian Rosset, bonjour. Morton Feldman notait qu'en musique, on pouvait faire deux choses. Soit s'engager dans la variation, soit être dans la répétition. Son idée à lui, ou plutôt, plus concrètement son travail de tous les jours, était de faire une synthèse entre variation et répétition. Répéter des événements musicaux dont seulement un aspect varie, et varier cette répétition en changeant perpétuellement ce qui varie. C'est une histoire sans fin que ce processus engendre. Quelque chose a déjà commencé quand nous tendons l'oreille et n'en finit pas aussi bien d'apparaître que de disparaître. Ce qui est, selon l'humeur de qui écoute, source de tranquillité aussi bien que d'inquiétude. Morton Feldman a réussi la gageure de rester fidèle à l'esprit d'Anton Webern, dont, on s'en souvient, la première audition à New York de la symphonie opus 21, pendant l'hiver 49-50, lui avait permis de rencontrer John Cage, qui, comme lui, avait reconnu en Webern non un formaliste obsédé par le langage musical, mais un orfèvre en beauté sonore. Mais si Webern, on le sait, cherchait la plus grande concentration possible, avec un minimum de notes, et donc ne composait que des œuvres brèves, Feldman, à son tour, tout en réduisant lui aussi à sa manière le matériau sonore, qui semble parfois presque identique à celui qu'employait Anton Webern, Feldman parvient à faire, à travers cet usage varié de la répétition et répété de la variation, durer, comme on dit, le plaisir. Si Feldman est singulier, c'est bien d'avoir fait déborder le cadre du concert en composant des toiles temporelles où des sons sont projetés. Si son œuvre est tellement fragile, c'est parce que ce débordement tient plus du murmure ou du frémissement que de la précipitation rageuse des signes, comme un dripping au ralenti où chaque goutte de peinture prendrait le temps de s'imprégner de et dans la surface pour former une tache à la fois bien dessinée et indéfinissable. Et ce qui est remarquable enfin, c'est que cette fragilité possède en propre une résistance terrible, ce qui permet à l'œuvre de Feldman de demeurer. Ne résistons pas au plaisir de citer le compositeur, évoquant sa pratique très peu de temps avant sa mort. De plus en plus, au quotidien, je travaille avec le sentiment d'avoir accompli ma tâche pour la journée. Cela peut représenter 2 heures comme 16 heures, cela peut être 2 jours d'affilée sans sommeil. Le tout est de sentir que j'ai achevé le travail du jour. Je ne compte pas le travail que je fais, c'est un simple besoin psychologique de sentir que j'ai fait ma journée. Parfois, ce travail quotidien consiste à attendre. C'est comme ça que Stravinsky travaillait. Stravinsky parle d'attendre, il restait assis à attendre. Moi, je nettoie mon tépiche. Je lis des livres sur le tépiche. Je fais le ménage, toujours en attente. Morton Feldman, New York, 12 janvier 1926, Buffalo, 3 septembre 1987. 5e et dernier parcours, l'histoire sans fin. Avec la participation de Jean-Yves Bosser, compositeur, et auteur d'une monographie suivie d'une traduction française des écrits et paroles de Morton Feldman aux éditions de l'Harmattan, et de Tom Johnson, compositeur, qui a été l'élève de Feldman dans les années 70.
Tom Johnson. Une fois, j'ai parlé avec Feldman dans un concert, ça c'était 5, 6, 7 ans après avoir étudié avec lui. Il m'a dit, j'ai fait une pièce, un mouvement, 4-20 minutes, c'est un quatuor à cordes. J'ai dit, 4-20 minutes, ça c'est... Pourquoi vous voulez faire quelque chose si long que ça? Ouais, il m'a expliqué que c'est pourquoi les peintres expressionnistes abstraits voulaient faire des toiles de 2 mètres par 4 mètres. C'était parce que quand la toile est énorme comme ça, tu es devant la toile et tu vois rien d'autre. Tu es complètement noyé dans l'objet artistique. Il dit que une pièce de musique sans interruption, sans pause pendant assez longtemps, que vous oubliez le début et la fin et vous vous perdez dans le monde de ce son. Et quand j'ai entendu le Triadic Memories de Roger Woodward, c'était en octobre, j'ai pensé à ça parce que c'était exactement ça. Et, après 1 heure, on ne peut pas fixer l'attention tout le temps, mais on est parfois très près de l'œuvre, parfois un peu retiré dans les pensées privées, mais parfois on revient et à tout instant, on oublie comment est le monde sans cette musique. Parce qu'on a perdu contact avec le monde qui existe hors de cette musique. On est dans un autre monde qui a cette musique, dans une salle de concert comme ça. Et c'est ça qu'il voulait dire quand il a dit, m'expliquer que c'était comme les grandes toiles des expressionnistes abstraits. Jean-Yves Bosseur. Il est clair qu'il ne cherche pas à rendre le temps chronométrique, qu'il ne cherche pas à donner l'impression d'un temps mesuré. Et d'ailleurs, c'est tout à fait curieux de voir le décalage qui peut exister entre certaines partitions, notamment de la fin de sa vie, et l'écoute. Alors les partitions sont en général d'une très grande complexité au niveau des valeurs rythmiques qui sont indiquées et au niveau d'une confrontation de métriques, par exemple. Mais à l'écoute, on a l'impression d'une certaine transparence. Donc en fait, là aussi, il y a un paradoxe. C'est-à-dire que les partitions sont extrêmement compliquées, mais cela ne se traduit pas par une espèce d'excès d'information, bien au contraire, et on a la possibilité vraiment d'écouter dans son intimité le son dans toute sa pureté. Le fait de faire durer très longtemps une œuvre, ça peut être aussi un moyen d'oublier la durée et d'oublier le temps. Absolument, ça je crois que c'est fondamental. C'est-à-dire qu'on n'a plus à ce moment-là la possibilité de saisir par exemple la forme d'une œuvre, enfin si tant est que dans les musiques actuelles ce soit spécialement facile. Mais en tout cas, chez lui, c'est vrai qu'on se perd complètement. C'est une musique dans laquelle on se perd.
Alors Jean-Yves Bosseur, les œuvres de Feldman, petit à petit, deviennent de plus en plus longues, hein, les dernières pouvant durer plus de 5 heures. Quand on a 4 CD, par exemple, de For Philip Guston, qu'on met ça sur sa platine CD chez soi, ça marche très très bien. On va qu'à ses occupations, on est dans un environnement qui permet cette écoute longue. Par contre, quand on est dans une salle de concert, plus ou moins mal assis sur un fauteuil et qu'il y a le quatuor Chronos qui joue, par exemple, pendant 4-5 heures, ce qui est déjà très difficile pour eux et qui suppose d'ailleurs une très grande tension de la part de tout le monde, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de contradiction entre le plaisir que peut procurer cette musique, l'expérience d'audition, et puis les contraintes du concert classique, finalement, qui sont peut-être pas si adaptées que ça? Oui, mais ça, Feldman s'est exprimé à ce propos, d'ailleurs qu'il a été très critiqué par la suite, parce que certains ont pensé qu'il voulait remettre complètement en cause l'idée de la musique vivante, la musique en concert, mais c'est vrai que dans sa musique, ça pose un problème, et donc il en était tout à fait conscient, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'idéal qui serait d'avoir cette musique d'une manière aussi pure que possible. En même temps, est-ce que c'est un idéal vraiment atteignable, étant donné qu'on a toujours aussi des sons qui interfèrent, même chez soi. Donc je crois qu'il ne faut pas essayer là non plus de systématiser un mode d'écoute de Feldman. Il faut essayer de voir ce qu'on peut faire dans le concert avec toutes les contradictions que ça suppose. De toute façon, son attitude a toujours été contradictoire à tous égards. Donc il faut essayer de résoudre les contradictions. Et pourtant sa musique semble incroyablement précise. On ne peut jamais le prendre en défaut de quelque chose d'aléatoire finalement. Il y a quand même une direction. Oui, mais c'est pas non plus linéaire. C'est-à-dire que d'une pièce à l'autre, il aborde différemment le problème de cette adéquation, par exemple, aux matériaux qu'il veut explorer. Par exemple, encore une fois, la manière dont il note l'aspect rythmique avec une certaine précision, avec une très grande précision pour certaines, avec une précision relative pour d'autres. Donc, on a l'impression que la précision, d'ailleurs, chez Feldman, est une manière de faire en sorte que tout soit ambigu, c'est-à-dire qu'il est précis pour créer de l'ambiguïté. Absolument. Et c'est ça qui le différencie beaucoup, par exemple, de certains musiciens, de ce qu'on appelait l'hyperdétermination, je crois qu'on les appelle la nouvelle complexité, à la suite de compositeurs comme Ferneyhough, qui font de la complexité de la notation, de l'accumulation d'informations, une espèce de but en soi, qui prouve la maîtrise du compositeur. C'est pas du tout ça chez Feldman, c'est absolument pas ça. Chez lui, c'est une manière de créer aussi la tension pour l'interprète, mais pas de montrer que lui peut exactement cerner de manière mécaniste le son. C'est pas vraiment ça. Par contre, il y a un aspect stratégique. Mais il y a un aspect stratégique, il y a un aspect aussi de variation permanente à partir du matériau, puisqu'on s'aperçoit par exemple qu'il joue sur d'infimes différences entre, par exemple, un motif qui va réapparaître un peu plus loin, avec quelques légers détails, et donc c'est là-dessus qu'il va porter toute son attention, et que par là même, ça va avoir un impact sur l'oreille de l'auditeur.
sa musique était jamais populaire aux États-Unis, mais un peu plus entendue petit à petit vers la fin de sa vie, mais plus souvent en Europe, surtout le festival en Hollande, souvent jouait beaucoup de sa musique et un peu en Allemagne aussi, moins en France. Mais ce qui est intéressant est qu'après sa mort, je trouve que les performances de Feldman semblent, et l'enregistrement disponible de Feldman, montent chaque an. Et c'est une musique qui dure. Et par rapport à John Cage, par exemple, après la mort de John Cage, on entend moins Cage. Cage était un compositeur de son temps, beaucoup plus important dans les années 70 que Feldman. Il a inventé tellement de styles, de formes, et organisé des collections de musique concrète, de partitions, des expositions, organisé des choses avec la compagnie de Merce Cunningham. Beaucoup de musiciens travaillaient pour lui et pour Merce, etc. Et Cage était vraiment très public et très important dans son temps. Mais après, il semble que Feldman est plus respecté aujourd'hui que lui. Feldman, parce que Feldman n'était pas une force de son temps. Feldman était juste un bon compositeur qui restait chez lui, qui faisait la belle musique pure, musique qui n'avait rien à voir avec théâtre, avec happening, avec électronique, avec expérimentation de techniques instrumentales, avec des choses qui étaient à la mode. Juste son, pur son. Le son qui s'entend au futur aura le même son que maintenant et la même signification. C'était pas quelque chose qui était... Il sera jamais daté, sa musique. Jean-Yves Bosseur, quelle est la place de Morton Feldman aujourd'hui ? On a l'impression qu'un peu plus de 10 ans, enfin 13 ans après sa mort, son œuvre devient de plus en plus importante, elle est de plus en plus citée d'ailleurs par des jeunes compositeurs, ou reconnue même par des compositeurs moins jeunes qui peut-être en parlaient moins volontiers avant. Que se passe-t-il au fond pour Morton Feldman en ce moment ? Oui, je crois qu'il s'est affirmé vraiment comme un des tout
premier compositeur de la seconde partie du siècle. Ça, je crois que c'est absolument évident, pour différentes raisons. Et donc, c'est là où on peut voir que finalement, sa musique a une très grande diversité de pôles d'attraction pour l'auditeur et puis aussi pour les confrères, pour les compositeurs, etc. Parce que certains vont trouver dans la dernière période, par exemple, tout un traitement du timbre qui peut, je pense à Griset, par exemple, qui appréciait beaucoup les œuvres de la fin de la vie de Feldman. D'autres compositeurs vont s'attacher peut-être plus à les aspects indéterminés de l'époque des années 50, etc. Mais je crois qu'on peut, dans la musique de Feldman, trouver des points d'accrochage, si on peut dire, extrêmement différents et même divergents. Et ça, c'est merveilleux parce que ça montre que c'est pas simplement cette sorte de caricature qu'on a pu faire de lui comme du compositeur qui écrivait toujours la même pièce. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Et il y a quelqu'un qui se questionnait tout le temps et qui renouvelait toujours ses stratégies. Et ça, c'est un apport extrêmement fertile pour tout le monde. Morton Feldman. Most people think, what could I do? La plupart des gens pensent, qu'est-ce que je pourrais faire? I think, what shouldn't I do? Moi je pense, que ne devrais-je pas faire? But that psychology, what I shouldn't do, perhaps, is involved with the fact that I'm Jewish. Ce que je devrais faire a peut-être quelque chose à voir avec le fait que je suis juif et ce que l'on appelle la paranoïa juive. Je ne me sens pas suffisamment à l'aise pour penser que tout est de mon côté et que cela va fonctionner exactement comme je le veux. Je ne suis pas méfiant, je suis juste prudent. Morton Feldman, Le Singulier, 5e et dernier parcours, l'histoire sans fin, par Christian Rosset, avec la participation de Tom Johnson et Jean-Yves Bosseur. Réalisation Evelyne Gaillou. Extrait d'œuvres de Morton Feldman, Palais de Marie, Quatuor à cordes 1979, for Philip Guston, Piano and String Quartet, for John Cage, Piano, Violin, Viola, Cello, sa dernière œuvre, de 1987.